Bienvenue au Book Fight Club, le podcast super serviable qui lit pour toi les mémoires de duels de personnalités marquant l'actu ou la pop culture. Et c'est pas toujours facile. Un podcast avec du fond, du fight et du fun. Si tu préfères écouter avec tes oreilles et que tu as envie de rattraper les précédents épisodes, t'as le lien vers ta plateforme préf dans la page d'accueil par là ou ben là ou je sais pas. Mais si t'aimes écouter avec les yeux, reste là, installe-toi et c'est parti pour un nouvel épisode. Allez, à toutes! Ces deux-là ont dû braver bien des épreuves pour assumer fièrement, aux yeux de tous, leur identité queer. Ce mot anglais signifie à l'origine étrange, bizarre, peu commun. Il est utilisé à partir de la fin du XIXe siècle pour désigner péjorativement toute personne ayant une orientation sexuelle ou de genre différente. Ce terme aujourd'hui, c'est le Q de la bannière LGBTQIA+, que revendique cette large communauté diverse et variée qui a traversé l'histoire, plus ou moins cachée, entre périodes d'émancipation et de persécution. Conchita, la chanteuse autrichienne travestie à barbe, et Elliot, l'acteur canadien transsexuel, sont en cela des symboles, des modèles, et leurs récits riches d'enseignements. À ma droite, Elliot, né Ellen Page, 38 ans, avec 277 pages. À ma gauche, Conchita Wurst, née Tom Neuwirth, 36 ans, avec 177 pages. Que le duel commence pour que la liberté d'être soi-même triomphe. Premier round, tout déballé ou pas? Le monde entier découvre Conchita Wurst le 10 mai 2014 quand elle remporte la finale de l'Eurovision à Copenhague. Cette sculpturale chanteuse brune à barbe soulève autant l'adhésion que la haine et devient rapidement une icône LGBT. Comme toute personnalité à la notoriété autant soudaine qu'éphémère, elle sort rapido son autobiographie dans la foulée de son sacre. Moi, Conchita, rien ne nous arrêtera est donc publiée dans sa version française en avril 2015. La préface est signée de Jean-Paul Gaultier, chic. Le célèbre styliste français est un grand fan de Conchita et parle d'un véritable coup de foudre. Je cite: Ta victoire n'a pas seulement été la victoire d'une chanson, d'une chanteuse, d'une voix incroyable et d'une interprétation fantastique, mais aussi une victoire des valeurs auxquelles je crois et pour lesquelles je me suis battue toute ma vie, la tolérance et l'humanité. C'était une victoire pour tous ceux qui sont différents, qui se sentent différents, ainsi qu'un message d'encouragement à exprimer leur différence, à la revendiquer et à la vivre. C'est vraiment un gentil JPG. Conchita, ou plutôt Tom, Conchita étant son personnage de scène, livre donc un récit concis de son parcours, pourtant riche, mais laissant beaucoup d'ellipses, notamment sur sa vie intime. Et c'est là que la tambouille éditoriale transparaît assez grossièrement, je dois dire. Pour remplir ces pages, l'auteur nous offre un véritable guide du routard de l'Autriche, son pays natal, mais aussi de tous les pays européens où Conchita s'est produite. C'est parfois intéressant, ok, mais pas vraiment ce qu'on attend d'une autobiographie. Elliot Page, lui, c'est l'inverse. Avec Page Boy sorti en 2023, il déballe tout. Et là, on cherche un peu le travail de l'éditeur pour structurer tout ça. Le récit est touffu, décousu, multipliant les flashbacks, mais hyper sincère, à vif, donnant à ressentir intensément son parcours douloureux et semé d'embûches d'acceptation de soi. Pour rappel, Elliot Page est devenu célèbre quand il était encore Ellen, une actrice canadienne qui a démarré très jeune et connu son heure de gloire avec les films Juno, Inception, X-Men et la série Umbrella Academy. En 2014, Ellen fait son coming out lesbien et il lui a fallu encore près de 10 ans pour s'accepter et se revendiquer transgenre. Dans son intro, Page écrit: Les personnes transgenres subissent des violences physiques de plus en plus fréquentes et notre humanité est régulièrement remise en question dans les médias. Lorsqu'on nous donne l'occasion de nous exprimer par et pour nous-mêmes, les récits queer sont bien trop souvent critiqués ou pire, universalisés, l'histoire d'une personne devenant un exemple pour tous et toutes. La mienne ne retrace qu'une façon d'être queer ou trans parmi une infinité d'autres. Je n'ai rien de nouveau ni de profond à raconter, rien qui n'ait déjà été dit, mais je sais que les livres m'ont porté secours, sauvé même. Alors peut-être que ce récit pourra aider les personnes à se sentir moins seules, mieux considérées, quel que soit leur parcours. Intéressant duel de livres témoignages sortis à près de 10 ans d'écart.
Celui de Conchita paraît en pleine vague progressiste, tandis que les pays occidentaux légifèrent les uns après les autres sur le mariage gay et l'assistance médicale de réassignation de genre, que la communauté gagne en visibilité et que le discours dominant prône l'inclusion et la tolérance. Mais Tom fait le choix de ne rien dire de sa séropositivité et de sa vie amoureuse, cachant sa pudeur derrière un vernis de glamour et de positivité forcenée. En face, nous avons le récit d'Eliot, sorti au moment où la vague woke atteint son paroxysme et où déjà le ressac réac s'amorce et l'acceptation du mouvement LGBT atteint son plafond de verre avec la question trans. Mais Page fait le choix de tout dire, de tout montrer, après s'être si longtemps caché. Deuxième round, né différent. Thomas Neuwirth naît en 88 à Gmunden, en Autriche, de parents aubergistes. Il passe son enfance dans un village de Styrie, une belle région entourée de montagnes, de forêts et de lacs, où il grandit au grand air avec son frère aîné. Bon, là, je vous passe ces pages Lonely Planet sur la région, d'abord parce qu'on s'en fout, et aussi parce que c'est plein de noms allemands imprononçables pour moi. Ouais, moi, j'ai fait espagnol LV2. Tom garde de ses premières années un souvenir de grande liberté et d'insouciance, ses parents travaillant beaucoup dans l'auberge-restaurant familial, mais étant toujours présents puisque c'est aussi leur domicile. Le gamin passe des heures à crapahuter dans la nature avec son bro, son broodeur, et à rêvasser seul dans une pièce de repos chelou tapissée de moquettes vertes du sol au plafond qu'il appelle sa grotte. C'est à la puberté que son paradis se transforme en enfer, quand il commence à se sentir différent, ou plutôt que les autres lui font ressentir sa différence. Il subit le harcèlement des gamins de l'école qui le traitent de pédé. Il raconte: chaque matin, quand je partais à l'école, j'avais des crampes d'estomac. En classe, j'avais hâte que la sonnerie retentisse. J'étais dans un état de stress permanent. Je sentais les regards moqueurs de mes camarades et subissais leurs insultes en rafale. Rapidement, c'est auprès des filles qu'il trouve un réconfort et une protection. Il écrit: ma relation avec elles se résume en une phrase. Je les aimais et elles m'aimaient en retour. Beaucoup de garçons me jalousaient de savoir si bien m'y prendre avec elles. Pourquoi lui s'interrogeait-il. La réponse était pourtant évidente. Je prenais les filles au sérieux et réciproquement. Là, il se fait une BFF qui ne quittera jamais, avec qui il danse et chante dès que l'occasion se présente. Ils se produisent à toutes les fêtes de l'école et autres kermesses, dans des robes jumelles confectionnées par Tom qui est déjà doué en couture. C'est dans le grenier de l'auberge que Tom et son frère ont transformé en salle de jeu qu'il assouvit sa passion et passe des heures à dessiner des croquis de robes féeriques et à les coudre. Ses parents sont aimants et bienveillants et le laissent faire, heureux qu'il ait une passion et le goût du travail bien fait, une valeur cardinale qu'ils ont transmise à leur fils. Je comprends en fait entre les lignes que le deal tacite avec ses parents, c'est qu'il le laisse être lui-même tant qu'il n'en parle pas, qu'il ne se plaint pas d'être harcelé et qu'il bosse. Ouais, on est là dans l'Autriche des années 90, c'est pas vraiment le Marais des années 2020, hein. Quand il a 14 ans, étouffant dans son village majoritairement homophobe, il prend la décision de partir à Graz, la grande ville du coin, pour suivre un cursus professionnel le préparant au métier de la confection et de la mode. Une fois encore, ses parents le soutiennent et l'installent dans l'internat de l'école de stylisme. Mais grosse déception pour l'ado, pour qui Graz était une mégalopole pleine de promesses de modernité et de liberté, et qui n'est en fait qu'une grosse ville de province où l'homophobie reste la règle. L'internat héberge des élèves venant d'autres écoles professionnelles, et les filles et les garçons sont séparés. Ils se retrouvent donc dans une ambiance masculiniste à souhait, et de nouveau, le souffre-douleur. Les violences ne sont certes pas physiques, mais le harcèlement et la cruauté psychologique sont constants. Miskin s'en prend plein la gueule. Le week-end, il trouve refuge chez ses parents, dans son grenier, où il passe son temps à coudre et à chanter. Et il travaille d'arrache-pied, mu par une ambition dévorante, nourri par un désir de revanche. C'est en lisant un livre de développement personnel qu'il se construit une solide éthique de travail. Il écrit: les personnes qui connaissent une réussite exceptionnelle ne naissent pas prodigieusement douées, mais construisent leur succès à force de travail et de discipline. On sait aujourd'hui qu'il faut 10 000 heures de pratique pour développer pleinement son talent, que l'on soit pianiste, violoniste, écrivain ou athlète. 10 000 heures, cela paraît beaucoup, et c'est beaucoup. Mais lorsqu'on a une passion, ce n'est pas irréalisable. S'il ne se plaint jamais auprès de ses parents du harcèlement qu'il subit à l'internat, ils le comprennent par ses non-dits et lui proposent de lui financer un logement à côté de son école. Il s'installe donc chez une femme célibataire qui lui loue une chambre. Coup de bol, sa logeuse est cool, indépendante et moderne, et ils s'entendent comme la roue en foire. Elle lui apprend à cuisiner, faire la lessive, bref, à s'autonomiser. Il a seulement 15 ans et se débrouille comme un chef avec son micro-budget pour se construire un petit nid douillet et surtout safe. Elliot Page se sent différent depuis sa plus tendre enfance. À 4 ans, il sait qu'il n'est pas une fille comme les autres et à la maternelle, il essaye même de faire pipi debout. À 6 ans, il demande à sa mère: est-ce que je peux être un garçon? Sa mère lui répond: non, chérie, tu es une fille, mais tu peux faire tout ce que font les garçons.
comme le foot, qu'Elliot pratique d'abord en équipe mixte, lui permettant de traîner avec les garçons. Paige naît en 87 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, d'un couple qui ne s'aime plus et se sépare rapidement après la naissance de leur unique enfant. Sa mère est enseignante et son père chef d'une entreprise d'infographie. Celui-ci quitte sa femme pour une collègue, Linda, quand Elliot, qui était encore Hélène, a 2 ans. Classe. Rapidement, son père se remarie et il forme avec Linda et ses 2 enfants issus d'une première union une joyeuse famille recomposée quand Elliot n'est pas chez sa mère. Sauf que Linda, c'est la méchante belle-mère qui ne supporte pas sa belle-fille si bizarre, si mal dans sa peau. Elliot adore son nouveau grand frère auquel il s'identifie à fond, partageant ses passions pour les jeux vidéo, le hockey sur glace et le catch. Ils rejouent les scènes de bagarre ensemble et Elliot, bien plus petit et menu, se fait bien marave par ce grand frère bourrin. Linda ne défend pas du tout Elliot quand ça dérape, voire même encourage l'agressivité de son fils chéri, et harcèle sa belle-fille de ses critiques et humiliations. Son père ne se montre aucunement protecteur et lui joue un jeu particulièrement pervers. Paige raconte. Le comportement de Denis, son père donc, n'était pas le même selon qu'il était seul avec moi ou en présence de la famille. Si je ne pouvais sauver qu'une seule d'entre vous de la noyade, ce serait toi, me disait-il en privé. Linda n'est pas l'amour de ma vie, c'est toi mon grand amour. Non mais c'est fucked up. Il place sa fille dans la position de la maîtresse. C'est vraiment tordu. Elliot grandit donc ainsi entre une mère solo aimante mais flippée face à la différence de sa fille et un père lâche et égoïste remarié à une marâtre dont Elliot crève de se faire aimer. En grandissant, il lutte pour s'habiller de manière le plus neutre possible et pour porter les cheveux courts. Paige écrit: Pour moi, être un garçon était une évidence. Ma mère m'autorisait à être moi-même lorsque nous étions seuls, mais pour la photo de classe, les rares passages à l'église, les mariages, les récitals, les fêtes de Noël ou autres occasions spéciales qui impliquaient du monde, je devais porter une robe. Je piquais des crises, je me sentais trahie quand ma mère m'imposait ses tenues vestimentaires. La sensation de collant m'en serrant les jambes exacerbait le malaise que je ne pouvais pas encore nommer. Je ne suis pas sortie de cette phase au moment où ma mère l'espérait, alors elle a de plus en plus critiqué mon style vestimentaire et mes fréquentations. Avoir des garçons pour amis et porter des habits masculins aurait dû me passer. Cette histoire de garçon manqué aurait dû cesser. Je devais me transformer en jeune femme, ou en l'idée que s'en faisait ma mère du moins. Vers 11 ans, l'ado, attiré par les filles mais luttant encore contre l'idée, explore sa sexualité avec des garçons. Et c'est avec un garçon à l'allure androgyne qu'il échange son premier baiser. Il raconte: J'étais avec Justin la première fois qu'on m'a traité de pédé. On s'embrassait, on se serrait. On était 2 garçons et on avait l'air de 2 garçons. Vous êtes pédé ou quoi? Un groupe d'adolescents se dirigeait vers nous. Pédé, pédé, pédé. Ils étaient plus grands, menaçants, cruels. Sale pédé, on va vous défoncer. Je suis une fille, ai-je murmuré. À 15 ans, Elliot tente d'aborder le sujet de son homosexualité avec sa mère qui freine des 4 fers, lui hurlant que ça n'existe pas. En fait, sa mère, qui lui a offert une enfance heureuse et plutôt libre, ne supporte pas de le voir ne pas devenir une vraie fille et lui met de plus en plus la pression pour qu'il sauve les apparences, s'intègre, arrête de traîner avec les frics et devienne une fille normale, populaire. Après ce coming out avorté, Elliot se referme comme une huître et explore son homosexualité en secret. Sa dysphorie de genre est encore plus complexe à vivre. Quand à 9-10 ans, il lui est plus possible de jouer au foot en équipe mixte, son entraîneur commence par le refuser, lui disant: Les garçons ne peuvent pas jouer dans cette équipe. Encore une fois, Elliot doit répondre: Mais je suis une fille. La puberté est une agonie, il raconte. Ma poitrine a poussé, ce qui a déclenché des conversations gênantes au sujet des brassières et m'a forcé à dénicher des t-shirts hyper amples pour me cacher. J'ai commencé à me voûter, je perdais confiance au fur et à mesure que mon dégoût de moi-même augmentait. Ma morphologie a évolué d'une manière incompréhensible. Contrairement aux autres garçons, je ne me transformais pas en celui que je pensais être. J'espérais me réveiller de ce mauvais rêve, mon reflet me rendait de plus en plus malade. Elliot va creuser un peu plus sa différence en devenant acteur très jeune. En 96, Elliot, qui était encore Hélène, a 9 ans, et un directeur de casting fait le tour des écoles pour dénicher de jeunes acteurs pour un téléfilm. Elliot est pris, le téléfilm se transforme en série, et sa carrière d'acteur est lancée. S'il adore jouer, se perd dans un monde imaginaire et montre un talent inné pour l'interprétation, les costumes sont source de cauchemars et exacerbent sa dysphorie de genre. Il raconte: La façon dont les collants emprisonnaient mon corps, la manière dont la robe froufroutait, ces foutus nœuds dans les cheveux me rappelaient les barrettes de ma mère et réveillaient une colère intérieure restée sous silence. Troisième round, l'art du déguisement. Tom raconte ne pas se souvenir du moment où il a commencé à porter des vêtements féminins. En tout cas, ce n'est pas un sujet pour ses parents qui ne l'empêchent pas de descendre de son grenier pour présenter ses créations lors de petits défilés de mode au milieu des clients. Au moment du carnaval qui marque la sortie de l'hiver, une tradition très vivace dans cette partie de l'Autriche, Tom s'éclate.
Il écrit: Cette période, la cinquième saison, comme on l'appelait dans le pays, était pour moi un temps de détente joyeuse. Tout à coup, j'avais le droit de faire ce que je désirais, me déguiser comme bon me semblait, faire la fête avec les autres, sans avoir à me contrôler en permanence. Plus tard, alors jeune adulte, il s'installe à Vienne pour vivre plus librement son homosexualité et tenter de percer dans la chanson. Après une apparition remarquée dans un télécrochet et une tentative ratée dans un boys band qui fait un flop, il essaye d'endosser un rôle qui ne lui convient pas et finit par se trouver définitivement dans le travestissement. Il raconte: Je rêvais à cette époque de devenir plus musclé, plus viril, peut-être pour satisfaire à la superficialité et obtenir la reconnaissance de la communauté homosexuelle. Mais je pouvais manger ce que je voulais, et je le peux encore aujourd'hui, sans pour autant prendre un gramme. Comme les plus belles robes m'allaient comme un gant, je me mis progressivement à en essayer toujours davantage. Vêtements, perruques, maquillage, le jeu voluptueux de la séduction. Je remarquais à quel point hommes et femmes s'enflammaient sur cette étroite frontière de l'équivoque érotique. Drag queen, elle est là son identité. Il explique que l'origine du terme de drag pour dressed resembling a girl viendrait selon la légende des didascalies de Shakespeare quand seuls les hommes étaient autorisés à jouer la comédie et devaient donc endosser aussi les rôles féminins. Tom raconte son épiphanie. Ce mot semblait fait pour moi. Je commençais à accepter mon corps et à prendre plaisir à voir des femmes devenir envieuses. D'où tiens-tu ce tour de taille? Comment fais-tu pour rentrer dans cette robe? Pourquoi marches-tu sur ce talon aiguille comme si tu n'avais jamais rien fait d'autre de ta vie? Je me briserais la nuque sur des trucs pareils. Lors d'une fête où Tom apparaît en drague et fait sensation en récitant le poème d'une amie, il rencontre une meneuse de revue burlesque bien connue sur la scène queer à Vienne qui s'intéresse à cette sublime créature barbue. Tom écrit: Elle était alors à la recherche d'un animateur et pensait que je serais l'homme idéal ou la femme idéale ou l'idéal mélange des deux. En tant qu'homme, je portais la barbe et me sentais bien ainsi. Voici l'idée qui m'occupait depuis un certain temps. Lorsqu'un homme se compresse dans un soutien-gorge, le rembourre généreusement, puis enfile une petite culotte très inconfortable qui cache douloureusement ce qu'il a en fait à offrir, il s'agit d'un jeu. S'il devient une femme de cette façon, pourquoi ne profiterait-elle pas de ses dons naturels, de la barbe qui orne son visage par exemple? Le projet le branche vraiment, et vient la question de son nom de scène. Un pote cubain lui suggère Conchita, un terme qui désigne une femme très mignonne, très sexy. Wurst, qui signifie saucisse, là on comprend bien l'allusion, vient aussi d'une expression allemande qui veut dire ça m'est égal. Il explique: Es ist Wurst. Pour moi c'est Wurst, ça m'est égal, je m'en fiche. Je me rappelais soudain que pour mes parents, l'attitude des autres ne pouvait pas être sans importance, parce que leur vie professionnelle en dépendait, et les effets que cette situation avait eus sur ma vie. À présent, je comprenais toute l'étendue de l'expression allant de qu'est-ce que j'en ai à faire à tu ne peux pas t'en moquer qui appelle à l'action. Quel pouvoir un seul mot recelait? Les dés étaient jetés. Quand il a 14 ans, en vacances avec sa mère chez sa tante qui vit aux États-Unis, il est invité à la fête d'anniv de sa cousine pour ses 16 ans. Il raconte: Je ne voulais pas me faire ridiculiser et désirais en finir avec mon apparence de garçon manqué. J'avais envie de faire plaisir à ma mère. Maman, tu veux bien m'acheter des fringues de fille? Sa mère est trop contente et l'emmène dévaliser les boutiques et la voilà ressapée en fille de son époque. Jean moulant, débardeur avec de la dentelle, tout ce qui lui fait horreur. Mais Elliot est bien décidé à se forcer pour s'intégrer. De retour à Halifax, son nouveau look girly lui ouvre les portes de la popularité. Il raconte: La version de moi rencontrée dans le miroir de la boutique déclenchait bien chez les autres les réactions que j'avais espérées, mais cette nouvelle forme d'attention ne me satisfaisait pas. Cela ne faisait qu'accentuer ma douleur, irritant et infectant la plaie, exposant davantage son caractère grotesque. Puisque dès l'enfance, son identité de genre et sexuelle impacte sa vie professionnelle et son image publique, très tôt, il est doublement prisonnier de ce corps qu'il exècre et qui suscite le désir de pervers. Après le tournage de sa première série, Elliot trouve refuge sur Internet, dont les dangers sont encore méconnus. Le gamin échange innocemment avec un homme qui habite près de Toronto. Ils deviennent amis virtuels, partageant leurs angoisses et leur solitude. L'homme commence à parler de sentiments amoureux, de venir à Halifax le rencontrer. Angoisse totale pour Elliot, qui arrive un temps à le dissuader et à s'extraire de cette relation virtuelle, certes, mais bien toxique. Quand Elliot a 16 ans, il s'installe à Toronto pour poursuivre sa scolarité dans un lycée tourné vers les arts. Et là, son stalker refait surface avec des messages bien plus menaçants et bien dégueulasses. Il va jusqu'à hacker ses contacts et inonder ses connaissances de messages pour parvenir à entrer en contact physiquement avec Elliot. La police s'en mêle, Elliot obtient une mesure d'éloignement, mais l'autre barge finit par le trouver et l'aborder dans la rue. Panique. Elliot croit sa dernière heure venue.
Heureusement, le mec schizophrène est arrêté et interné. C'est durant cette période bien traumatique qu'Elliot développe des troubles du comportement alimentaire et arrête de manger. Il raconte. Restreindre mon alimentation est devenu ma nouvelle règle de vie. Puisque mon corps me dégoûtait, je lui faisais payer. Certaines études montrent que les jeunes personnes trans ou ressentant une dysphorie de genre sont 4 fois plus susceptibles de rencontrer des troubles du comportement alimentaire. Je me suis mise à compter mes calories de manière obsessionnelle. J'emportais à l'école une barre de protéines pour le déjeuner et m'autorisais à n'en manger seulement la moitié. Ça avait le mérite d'atténuer les flashs que j'avais de mon agresseur. Au moins, je pouvais marcher dans la rue en stressant sur la bouffe plutôt que sur de terrifiantes réminiscences. Son anorexie perdure pendant toute son adolescence et s'aggrave lors du tournage particulièrement éprouvant du film An American Crime, inspiré d'un fait divers sordide. Elliot a alors 19 ans et incarne une jeune fille confiée par ses parents forains à une femme sadique qui lui fait subir les pires sévices et la femme. Le tournage des scènes hyper réalistes et d'une violence inouïe hante le jeune acteur qui ne parvient pas à échapper au personnage et à sa souffrance. Paige écrit: Jouer un personnage en partie mort de faim a exacerbé mon envie de disparaître et de me punir. C'est pour un film, répondais-je d'une voix que j'espérais désinvolte lorsqu'on me questionnait sur un ton inquiet et irritant au sujet de mon appétit d'oiseau. Plus loin, il raconte. À la fin du tournage, j'avais perdu beaucoup de poids. J'ai continué de maigrir une fois de retour à Halifax. Je suis descendue à 38 kilos. Dès que je suis arrivée chez ma mère, la panique s'est lue sur son visage. L'inquiétude au fond de ses yeux m'a bouleversée, je ne l'avais jamais vue aussi angoissée, et c'était de ma faute. Mon besoin de la rassurer, de la protéger m'a forcé à changer de cap. À partir de ce moment, j'ai décidé de manger coûte que coûte, je ne voulais plus la voir dans cet état. Mais, comme toujours avec l'anorexie mentale, le chemin de la guérison est long et douloureux. Toute sa vie tourne autour de ses repas, ce qu'il est capable d'ingurgiter, et Elliot s'enfonce dans l'anxiété sociale et la solitude. C'est la perspective de décrocher le rôle de l'ado enceinte dans Juno, le film qui le fera exploser, qui motive plus que tout Elliot à guérir. Mais Elliot est toujours dans le placard et rongé par l'angoisse d'être découvert. Ses histoires avec des femmes sont gâchées par sa honte et sa peur de s'assumer dans un milieu du cinéma finalement super conservateur. Sa petite notoriété acquise après le succès de Juno le désigne comme une proie pour les paparazzi et ses meufs sont vite blessées par sa honte et saoulées par sa parano et ses subterfuges d'agents secrets pour se retrouver. Après Juno, la promo et la saison des prix où on l'a obligée à se déguiser en fille glamour, la question des costumes que ses rôles lui imposent lui devient insupportable. Elliot est supposé tourner en Angleterre un film d'époque adapté d'un roman célèbre. Le rôle est hyper convoité et l'installerait probablement sur la A-list d'Hollywood. Mais Page plante le projet tout simplement. Il écrit: J'ai commencé à me projeter dans un costume de femme de la seconde moitié du XIXe siècle. Soudain, j'ai visualisé la robe, les chaussures, la coiffure. J'avais porté un masque pendant toute la saison des prix, c'était la goutte d'eau. J'ai compris que si je faisais ce film, j'allais finir par me suicider. C'était trop difficile de jouer un rôle à l'écran alors que j'en jouais déjà un qui m'étouffait dans la vie. Quatrième round, être soi, enfin. À 17 ans, Tom est contraint par sa notoriété naissante de faire son coming out. Après son passage dans un télécrochet hyper médiatisé genre Nouvelle Star, il se retrouve en interview à devoir répondre sur son homosexualité supposée. Il écrit: Je me vis alors confronté à la question, tu l'es ou tu l'es pas? Et j'étais là, âgé de 17 ans, en quelque sorte encore un enfant et pourtant déjà un adulte. Des centaines de milliers de personnes allaient lire ce magazine, et mes parents aussi certainement. Et la question était là, tu l'es ou tu l'es pas? Tout mon avenir était contenu dans ce petit mot avec lequel les gens normaux définissent les anormaux. Ce mot révèle que l'on appartenait à un groupe ou que l'on doit le quitter. Il intègre ou discrimine. Il constitue la grande différence entre les gens. Les pensées qui fourmillaient dans ma tête finirent par prendre la forme d'une phrase. Je n'ai plus envie de mentir. Sur ça, sur moi. C'est pourquoi je pris une profonde inspiration et répondis la vérité. Oui, je le suis. Oui, je suis gay. D'abord soulagé d'avoir craché sa valda, Tom sait qu'il doit maintenant de toute urgence parler à ses parents. Rongé par l'anxiété, il appelle d'abord sa grand-mère, qu'il adore et respecte profondément. Celle-ci a grandi dans l'immédiat après-guerre, quand la Styrie était alors occupée par les Anglais et le Land voisin par les Soviétiques. Le climat de guerre froide est terrifiant et la misère noire.
Mais sa famille l'envoie souvent au Portugal dans une famille d'accueil aisée qui la chouchoute et lui fait découvrir d'autres horizons. À son petit-fils, elle dit souvent: Tu apprendras suffisamment tôt qu'être différent n'est pas une tare. Quand elle perd son mari, elle ne refait pas sa vie, devenant une matriarche exigeante, certes, mais bienveillante. Donc, quand Tom l'appelle pour lui raconter le coup de l'interview et donc par là même lui faire son coming out, elle ne relève pas, car bien sûr elle sait depuis longtemps, mais elle lui ordonne de filer Fissa chez ses parents en lui disant en gros: T'inquiète, j'arrive. Il y va, la boule au ventre, comparant son voyage à la pénitence de Canossa, surtout honteux, non pas de son homosexualité, mais de prendre ses parents par surprise. La révélation n'en est une pour personne, mais ses parents, alors débordés en plein coup de feu dans le resto, sont furieux de la manière. L'engueulade se termine dans les larmes, mais heureusement la grand-mère arrive et calme tout le monde avec son autorité naturelle. Les parents reprennent leurs occupations et Tom repart passer quelques jours chez mamie. Son frère aîné, à qui Tom avait fait son coming out quelques années auparavant, est aussi un allié, et les parents finissent par se calmer et accepter. Tom écrit: Encore aujourd'hui, ils me sont reconnaissants de leur avoir enseigné l'art de moins se préoccuper de ce que pensent les gens. Plus tard, quand il devient animatrice au salon Kitty Review dans son personnage de Conchita Wurst, il s'éclate vraiment artistiquement, multipliant les sketchs maniant la satire sociale et la critique politique avec son comparse qui joue le mari de Conchita. Il évoque une atmosphère des années folles dans la Vienne de l'entre-deux-guerres qui était alors le cœur battant de la scène culturelle européenne. Leur revue attire de plus en plus de monde et sa notoriété en tant que Conchita s'accroît, boostée par la montée en puissance des réseaux sociaux. Il participe à l'équivalent autrichien de La France a un incroyable talent sous les traits de Conchita. S'il ne gagne pas, il croise la route d'un agent artistique, René Berthaud. Comme Céline, son René devient son mentor et le lance pour représenter l'Autriche à l'Eurovision. Et là, c'est le tourbillon. Et Tom, dans la peau de Conchita, multiplie les concerts et interviews dans toute l'Europe jusqu'à la consécration finale quand elle gagne le fameux trophée. Si c'est bien les spectateurs qui ont voté massivement pour Conchita, les retombées politiques de son sacre sont terribles. Tom écrit: Nous étions encore en train de célébrer la victoire que déjà s'élevait une tornade chez tous ceux qui, par peur, se raccrochent au passé. Nationalistes, xénophobes, homophobes. Les uns disaient que l'armée rouge n'aurait jamais dû quitter l'Autriche, qu'un type comme moi, on l'aurait déjà cloué sur une croix, gazé, fusillé, réduit au silence. Ensuite, on m'a déclaré responsable de l'inondation du printemps qui a submergé une grande partie de la Serbie. Les milieux conservateurs voyaient s'ébranler leur vision du monde fondée sur la discrimination, tandis que certains fondamentalistes s'en prenaient à la décadence de l'Occident. Mais là, notre Conchita, du haut de ses 25 ans et de ses talons aiguilles, ne se démonte pas et prend son bâton de pèlerin pour profiter de sa plateforme médiatique et porter un discours de tolérance. Elle s'adresse au Parlement européen, rencontre Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, fait une conférence TED et devient rapidement la coqueluche du milieu de la mode. JPG, mais aussi Karl Lagerfeld et Karine Roitfeld, alors à la tête du Vogue France, l'adorent. Conchita fait désormais partie de la jet-set philanthrope, étant de tous les bals caritatifs en faveur de la recherche sur le sida. Devenue une véritable égérie LGBT, Conchita participe à la présentation de plein d'émissions. L'Eurovision, bien sûr, mais aussi des télécrochets ou un concours de drag queen en 2019. Conchita a poursuivi dans la musique avec 2 albums sortis en 2015 et 2018. En 2018, Tom révèle sur Instagram sa séropositivité ainsi: Le jour est venu de me libérer pour le reste de ma vie d'une épée de Damoclès. Je suis positif au VIH. Cela n'a pas d'intérêt pour l'opinion publique, mais un ex-ami me menace de révéler publiquement cette information personnelle. Or, je ne donne à personne le droit de chercher à me faire peur et à influencer ma vie ainsi. Il dit espérer donner du courage et faire un nouveau geste contre la stigmatisation des gens porteurs du VIH. Il précise que sa famille connaissait depuis le premier jour sa séropositivité et en avoir aussi informé le reste de son entourage. Je suis en bonne santé et je suis plus fort, plus motivé et plus libéré que jamais, a-t-il assuré, précisant que le VIH dans son organisme était depuis de nombreuses années et sans interruption sous le seuil de détection grâce aux traitements antirétroviraux. En 2019, il laisse son personnage de Conchita pour réapparaître sous les traits d'un Tom peroxydé pour lancer un album électropop sous le nom de Wurst. En 2020, il présente une émission de variété en tant que Tom Neuwirth et sort en 2021 un nouveau single sous les traits de Conchita. Enfin, en 2024, il s'essaie au théâtre dans le rôle d'un archiduc du XIXe siècle qui vit son homosexualité librement, protégé par ses privilèges. Bref, alternant désormais entre ces deux identités, Tom Conchita s'éclate sur le plan artistique et heureux et libre comme jamais.
Pour Elliot Page, le parcours d'émancipation est bien plus long. Avec le tournage de Juno, le film qui va le rendre célèbre, Elliot se sort de son anorexie et prend un plaisir immense à tourner dans ce petit film indé si original. Il raconte. Assez ironiquement, c'est en jouant une femme enceinte que j'ai ressenti pour la première fois un certain degré d'autonomie sur le plateau. Je portais un faux ventre, mais n'étais pas hyper féminisée. Pour moi, Juno représentait le champ des possibles, un espace au-delà de la binarité. C'est sur ce tournage qu'il a sa première relation sexuelle consentante avec une femme. Car oui, quelques années avant, quand il avait 18 ans, Elliot s'est fait régulièrement violer par une femme travaillant dans le milieu du ciné. Donc, sur le tournage de Juno, même si sa mère est dans les parages, il est libéré. Il fume des ouinges avec son partenaire Michael Cera et son pote Jonah Hill. Il écrit Tourner Juno m'a revitalisé, inspiré, fortifié. Le succès du film est incroyable. Il rapporte 35 fois son budget, dépassant les 230 millions de dollars de recettes mondiales et est encensé par la critique. Sorti du tourbillon de la promo, de la tournée des festivals et des cérémonies de remise de prix, Elliot fait donc le choix de refuser le rôle du film d'époque pour éviter la torture des costumes. Grand bien lui en a pris puisqu'il décroche le rôle principal de Bliss, la première réalisation de Drew Barrymore. Un petit film girl power à souhait sur le roller derby, une sorte de course en salle de roller. Et là encore, Elliot s'éclate. Il raconte. Impossible pour une personne queer refoulée comme moi de refuser un rôle pour lequel on propose d'apprendre le roller derby. Ne plus passer des heures dans une loge de maquillage et pratiquer un nouveau sport dynamique m'a sauvé. Il vit sa première histoire d'amour avec une femme qu'il engage comme son assistante pour qu'elle le rejoigne sur le lieu du tournage discretos. Mais la crainte d'être découvert est plus forte et sa meuf lui en veut. L'équipe du film est très cool, avec Drew Barrymore, donc aussi une enfant star revenue de l'enfer, Juliette Lewis, Kristen Wiig, la chanteuse Eve. Elliot crée des liens forts qui perdurent encore. Mais sa vie dans le placard à Hollywood lui pèse, et c'est seulement à 23 ans, après s'être ressourcé quelque temps dans une communauté dédiée à l'étude et la pratique de la permaculture, qu'il rencontre la bonne psy, qui lui dit «Va falloir songer à arriver à assumer votre homosexualité». Il en a déjà reparlé à sa mère depuis la fois où, quand il avait 15 ans, elle lui a hurlé dessus. Il raconte. À 24 ans, j'ai fait une nouvelle tentative. Je suis gay, maman, tu le sais, non? Je suis gay et je ne serai jamais en couple avec un homme, lui ai-je déclaré alors que je m'apprêtais à emménager avec une femme. S'il lui a fallu des années pour vraiment l'accepter, sa mère est finalement devenue une alliée, fidèle, qui a soutenu Elliot dans son coming out public et sa transition de genre. Avec son père, en revanche, la rupture est consommée depuis longtemps. Elliot fait son coming out lesbien public début 2014 lors d'une conférence à Las Vegas pour la Human Rights Campaign. Il écrit Faire mon coming out a été une nécessité plutôt qu'une décision, mais oui, c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai jamais réalisées pour moi. Je ne me suis pas effondrée. J'ai réussi à prononcer le discours sans me faire déborder par l'émotion ou la catharsis. Ensuite, j'ai flotté, une légèreté, un séisme intérieur. Je l'ai fait. Ça m'a déchargé d'un poids que je pensais indélogeable. L'un des moments les plus importants et les plus revigorants de ma vie. Je n'étais pas encore au bout du tunnel, mais je m'en approchais. Assumer sa transidentité est un autre combat. Et lors de cette fameuse séance de psy déclic, il ne peut aborder la question du genre sans pleurer. Il lui faudra encore 10 ans pour s'accepter. Il raconte. La première fois que j'ai admis être trans, c'était aux alentours de mon 30e anniversaire, pratiquement 4 ans avant que je l'annonce publiquement. C'est en discutant avec une amie trans qu'il pose enfin les mots sur son mal-être qui perdure depuis son coming out lesbien. Il écrit J'y étais presque. À deux doigts d'y arriver, mais j'ai paniqué. C'était trop gros pour moi. L'idée de devoir l'annoncer publiquement dans une société transphobe dans laquelle des gens extrêmement puissants attaquent de manière virulente la communauté depuis des plateformes internet. Je me demande s'il évoque sans le nommer ici Elon Musk pour qui son fils est mort du virus woke quand il a changé de sexe et qui renie sa fille trans qui va très bien. Toujours est-il qu'Eliot, après avoir fait un pas en avant en réussissant à verbaliser sur sa transidentité, notamment en thérapie, fait 2 pas en arrière, en se mariant rapido avec une femme avec qui il s'installe à New York où il arrête de consulter. En 2020, à la fin de son mariage, sa dysphorie de genre est toujours là et le fait souffrir plus que jamais. Il est prêt à retourner en thérapie et à avancer. Avec le Covid et le port du masque, on ne le reconnaît pas et surtout on le prend pour un homme. Il avance en thérapie et commence à envisager la mastectomie. Sa séparation confirmée, il lâche son appart de New York pour aller s'installer au vert, dans une cabane au Canada. Il a encore une quarantaine de 15 jours à respecter, et il se retrouve seul au milieu des bois pour réfléchir. Bon là, il pète un peu beaucoup les plombs. Ne supportant plus son corps, il ne mange plus, ne se lave plus, ne se change plus, porte des brassières de plus en plus serrées, jusqu'au moment où il commence à se foutre lui-même des beignes dans la tronche. Ce point de rupture atteint, il a une épiphanie, il raconte. La tristesse m'a envahi, j'étais submergée par le chagrin et la colère, malade de ne pas simplement pouvoir être qui je suis.
Épuisée, à bout de nerfs et sur le point de craquer, je doutais de pouvoir encore faire face. Et puis le déclic, une petite voix. Tu n'as pas à te sentir comme ça. Je n'ai pas à me sentir comme ça. Ce n'était pas une eau miraculeuse jaillie d'on ne sait où, c'était l'aboutissement d'un parcours éreintant. Cependant, ça a été un moment d'une simplicité confondante. Décider de s'aimer. Là, c'est sûr, il veut passer sur le billard et se débarrasser de cette poitrine qui l'aborde. Il faut aller vite, avant le début du tournage de la troisième saison d'Umbrella Academy, dans laquelle son personnage fait aussi sa transition de genre. Il se fait opérer le 17 novembre. Les suites de l'opération sont un enfer, avec des drains sous chaque aisselle qu'il faut retirer de manière chirurgicale après plusieurs semaines, mais il se remet bien et ne regrette pas une seconde sa décision. Ce n'est pas aussi simple à assumer que son coming out lesbien, et son entourage est déstabilisé et maladroit, il raconte. 1 an et demi plus tard, certains n'arrivent toujours pas à gérer le changement de pronom. Je suis patient, on apprend tous en permanence, et j'ai commis les mêmes erreurs, mais la patience a ses limites. C'est épuisant quand votre existence est constamment débattue et niée. Mise à nu devant tout le monde, j'aimerais un peu de délicatesse. La vérité, c'est que mon histoire continue. Ça fait plus d'1 an que je prends de la testostérone. Je suis en train de changer, je me développe, et ce n'est que le début. Laissez-moi exister à vos côtés, plus heureux que jamais. Cinquième round, verdict. Ces deux témoignages montrent bien les diverses facettes d'un parcours de vie queer. La sensation d'être différent, la honte, le harcèlement et la résilience, la joie, la créativité, de personnalités qui ont dû se battre pour se libérer du poids des préjugés et de la brûlure du regard des autres. Aujourd'hui, plus que jamais, la question queer et plus particulièrement trans suscite la rage des conservateurs et au-delà. Plus la communauté arc-en-ciel gagne en droit et en visibilité, et, il faut bien l'admettre, en radicalité, plus la fange homo et transphobe s'agite, hurle à la décadence civilisationnelle, à la menace sur nos enfants et à l'insulte aux valeurs traditionnelles. Car, quand l'hiver démographique s'installe tandis qu'on laisse des mineurs prendre des hormones, que la cancel culture s'acharne contre le féminisme universaliste, et que le combat pour la tolérance semble se réduire à vouloir imposer l'emploi de pronoms neutres et de l'écriture inclusive, les ingrédients sont réunis pour faire basculer le ventre mou raisonnable et modéré. Car oui, hélas, nombreux sont ceux qui pensent que si l'axe idéologique Trump-Poutine est la peste, le wokisme est le choléra. Mais quelle erreur! Quelle manipulation! Moi aussi, je suis agacée par l'écriture inclusive que je trouve absurde et absolument pas prioritaire quand une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes dans le monde. Moi aussi, je suis effrayée par la cancel culture que j'estime totalitaire et reste prudente face à la valse hésitation législative sur le changement de sexe des mineurs. Oui, il faut traiter la question transgenre chez les mineurs de manière rationnelle, faire le tri entre ce qui relève du mal-être adolescent, de l'exploration identitaire, du phénomène de mode communautariste ou d'une véritable dysphorie de genre qu'il faut accompagner médicalement. Une loi adoptée il y a moins d'1 an par le Sénat interdit la prescription d'hormones croisées et de chirurgie de réassignation aux moins de 18 ans et encadre strictement la prescription de bloqueurs de puberté. Dilemme, puisque comme on l'a vu dans le témoignage d'Elliot Page, c'est précisément au moment de la puberté que la dysphorie devient insupportable et que le risque psy explose, avec son lot de conduites à risque, drogue, alcool, troubles du comportement alimentaire, scarification, voire suicide. Mais peut-on raisonnablement envisager de libéraliser la question et d'en faire peser la responsabilité sur la communauté médicale, dont beaucoup de membres sont très militants, dans un sens comme dans l'autre? La prise d'hormones n'est pas neutre en termes d'effets secondaires sur le moyen long terme, mais aussi leur prescription à temps, quand la dysphorie est confirmée, permet d'éviter plus tard le recours à des chirurgies lourdes, telles que la mastectomie. Franchement, c'est un sacré casse-tête éthique et j'avoue ne pas avoir d'avis définitivement tranché. Mais quand Trump, lors de son discours d'investiture, déclare « À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, l'homme et la femme », il place une cible sur le dos des trans et au-delà des queers. Une étude publiée en 2024 dans Nature Human Behavior a déjà montré que les lois anti-trans passées dans les États conservateurs ont eu un impact dévastateur, allant jusqu'à une hausse de plus 72% de suicides chez les jeunes trans et non-binaires. Il ne s'agit plus là d'utiliser le bon pronom, mais bien une question de vie ou de mort. Il s'agit bien de gamins harcelés en toute impunité et qui ne voient d'autre issue que de mettre fin à leur jour. D'autres gamins sommés de participer à la chasse pour ne pas être soupçonnés d'en être. De parents terrifiés pour leurs enfants et exhortés à les faire rentrer dans le rang.
Il s'agit bien d'un recul de la rationalité qui dénie l'existence naturelle de tout un spectre d'orientation sexuelle et d'identité de genre, et cela depuis la nuit des temps. Il s'agit bien d'un retour de l'obscurantisme criminel jusque dans nos écoles, quand les lobbies conservateurs obtiennent, si ce n'est la suspension, tout du moins l'évitement de l'éducation sexuelle et au consentement sur la base de fantasmes ineptes et complotistes. Et penser que Trump est un moindre mal s'il nous débarrasse du wokisme est une fausse route gravissime. Comme lors d'un tsunami, si la vague woke commet des excès contre-productifs dans l'intransigeance de ses revendications identitaires victimaires, le ressac réactionnaire sera bien plus dévastateur, et cela, ne nous leurrons pas, pour tous. Je terminerai avec une dernière recommandation de série que vous avez peut-être ratée, Transparent. C'est l'histoire d'une famille juive libérale de Los Angeles qui est complètement chamboulée quand le patriarche de 70 ans fait son coming out trans. C'est drôle, c'est tendre, c'est d'une grande finesse et admirablement interprété par un casting 5 étoiles. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode et de mettre des commentaires, des étoiles ou des pouces en l'air. Ça aide vraiment à faire remonter le podcast dans les algorithmes. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode. Allez, à plus!